Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Non à l'euthanasie, mais oui, peut-être au suicide assisté dans des conditions très strictes. Le rapport du professeur Sicard remis au président de la République lance le débat autour de la délicate question de la fin de vie. Beaucoup d'interrogations encore et des pistes pour un projet de loi en 2013. C'est le thème de notre débat du mardi soir avec dans le 22h le professeur Sicard, le député Jean Leonetti, le sénateur Gaëtan Gorce et le réalisateur du film Quelques heures de printemps, Stéphane Brisé. Au lendemain de l'accord entre Jean-François Copé et François Fillon, les parlementaires de droite se sont réunis, non pas pour brandir l'arme du référendum comme c'était prévu, mais pour saluer la sortie de crise et le nouveau vote à venir en septembre 2013. Ce soir, François Fillon semble revenir sur sa décision de ne pas être candidat. La procréation médicalement assistée sera-t-elle comprise dans le projet de loi du mariage pour tous? François Hollande a laissé toute liberté au Parlement, mais les députés socialistes sont divisés. Certains d'entre eux estiment que c'est trop tôt et que la question risque de radicaliser le débat politique. Notre invité pour en parler, c'est la ministre déléguée à la famille Dominique Bertinotti tout à l'heure. Voilà pour le programme du 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est un sujet extrêmement délicat qui suscite forcément des débats passionnés. La fin de vie. Le rapport du professeur Sicard remis au président suit une ligne de crête. Non à l'euthanasie, c'est clairement dit dans le rapport, mais il lance une réflexion prudente, certes, pour laisser la possibilité aux malades incurables d'absorber un produit létal. Tous les détails avec François Goulin. Du rapport de 200 pages, François Hollande en a retenu 3 points qu'il compte intégrer dans un projet de loi sur la fin de vie au mois de juin prochain. D'abord, les directives anticipées plus accessibles. Il s'agirait d'un formulaire signé par un adulte bien portant et un médecin en cas de maladie grave pour clarifier ses volontés sur la fin de vie. Deuxième point, les soins palliatifs. Le rapport préconise leur généralisation et un suivi du patient dès l'annonce de la maladie. Concernant le suicide assisté, le rapporteur y est favorable, au législateur à présent d'en décider, mais la loi ne doit pas aller plus loin, préconise-t-il. Je pense que la médecine peut avoir vocation à aider quelqu'un à mourir. Elle n'a pas vocation à donner la mort de façon radicale comme on le fait éventuellement dans les condamnations à mort ou pour un animal, c'est-à-dire une injection de curare. Pour les associations favorables à l'euthanasie, le rapport est une copie conforme de la loi Leonetti qui existe depuis 2005. Pire, les membres de la commission sont tous des opposants à l'euthanasie, assure le président de l'ADMD, l'association pour le droit à mourir dans la dignité. La composition de la mission nous a étonnés dès le départ. Une fois de plus, on a donné ça à un grand médecin, alors que c'est une affaire citoyenne. 8 sur 10 étaient des personnes qui étaient contre la légalisation de l'euthanasie. Avant de trancher en juin prochain, le président veut une nouvelle consultation, celle du Comité consultatif national d'éthique. Mais d'euthanasie active, il n'en sera pas question. La promesse 21 du candidat Hollande disait simplement une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. Et à suivre dans le 22h tout à l'heure, le débat autour de ce sujet avec, je vous le disais, le professeur Sicard, le député Jean Leonetti. Il est auteur de la loi sur la fin de vie, la loi Leonetti. Avec nous également, le sénateur Gaëtan Gorce et le réalisateur du film qui vous a sans doute ému sur ce thème. Quelques heures de printemps, il s'agit de Stéphane Brisé. Dans l'actualité aujourd'hui, Jean-Marc Ayrault entend sérieusement serrer la vis des dépenses publiques. 60 milliards d'euros en 5 ans. Un premier comité interministériel s'est tenu ce matin. Une réunion pour donner officiellement le coup d'envoi de ce qu'on va appeler la MAP. 3 lettres qui s'inviteront souvent dans le débat pour désigner la modernisation de l'action publique. Un vaste chantier que nous résume Faustine Saint-Geniès. 3 lettres, MAP, modernisation de l'action publique, pour de grands chantiers lancés ce matin par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Objectif, réduire de manière drastique des dépenses publiques et surtout simplifier l'administration. 40 politiques publiques seront évaluées dès 2013, toutes seront passées au crible d'ici 2017. Il y a donc des principes, des priorités différentes avec ce gouvernement. 1, dialoguer. 2, partir de la réponse aux besoins du public et donc pouvoir justifier vis-à-vis des citoyens les mesures de réorganisation de l'économie. Et 3, assurer la présence territoriale.
Sur l'ensemble du quinquennat, les politiques publiques représentent 1100 milliards d'euros par an. Elles devront donc diminuer de plus de 60 milliards d'euros. Enterrer la RGPP lancée par Nicolas Sarkozy, finit le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Selon Matignon, les effectifs de fonctionnaires resteront stables. Un jeu de dupes pour les représentants de force ouvrière. La modernisation de l'action publique, c'est ni plus ni moins qu'une RGPP nouvelle formule. Il n'y a rien de nouveau, si ce n'est qu'on a supprimé la position de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite par un redéploiement des effectifs vers les ministères prioritaires. Ce qu'on va à effectif constant, on va enlever à Paul ce que l'on va donner à Pierre. Dès l'an prochain seront passés au crible les aides à la famille, l'assurance maladie ou encore la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Et à propos de Jean-Marc Ayrault, François Hollande ne voit aucune raison, je cite, de le remplacer au poste de Premier ministre. Selon des propos recueillis par Le Point, le président estime que ce dernier accomplit son travail dans la loyauté et la fidélité. Dans l'hebdomadaire à paraître cette semaine, le chef de l'État évoque aussi le dossier Florange, promettant d'y revenir et exprimant également des regrets sur la gestion du dossier de restructuration du site sidérurgique, en particulier sur le conflit entre Jean-Marc Ayrault et Arnaud Montebourg. Dans l'actualité également aujourd'hui, le bonheur des retrouvailles entre fillonistes et copéistes. Les parlementaires qui s'étaient rangés derrière l'un ou l'autre des candidats à la présidence de l'UMP se sont retrouvés aujourd'hui. Initialement rassemblés pour voter sur un nouveau scrutin, députés et sénateurs ont finalement célébré l'accord, bien sûr, entre les deux belligérants, entériné à l'unanimité au bureau politique, non sans crainte des séquelles qui ne s'effaceront pas du jour au lendemain. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Ce matin, les sénateurs UMP ont retrouvé le sourire. Hier soir, Jean-François Copé et François Fillon ont signé l'armistice. C'est la fin d'une situation qui était devenue compliquée, difficile pour tous nos adhérents, pour tous nos militants, qui se disaient nos électeurs sont là, on l'a vu aux élections législatives partielles, mais on aimerait bien qu'à Paris ils arrêtent. À l'Assemblée, du coup, changement de programme. Le référendum parlementaire organisé par Bernard Accoyer et prévu ce matin est annulé. Mais les sénateurs font quand même le déplacement. Une manière de montrer une famille UMP à nouveau unie. C'est la marque que nous avons envie d'être tous ensemble dans une UMP qui, j'allais dire, prenne un certain nombre de directions, des moyens de fonctionnement. C'est ce à quoi nous réfléchirons. Si les deux partis ont trouvé un terrain d'entente pour revoter en septembre 2013, d'ici là, il reste encore beaucoup de détails à régler. Il y aura une phase transitoire qui va être mobilisée à la fois pour refondre les statuts, pour réécrire le règlement intérieur, pour essayer de trouver des voies pour travailler ensemble. Travailler ensemble, rien n'est encore gagné pour beaucoup de parlementaires qui savent les séquelles laissées par un mois de guerre fratricide. On verra comment se passe maintenant l'ambiance à l'UMP, parce que l'ambiance à l'UMP, c'est avec une équipe partagée et tout, ça peut être un retour de la confiance ou ça peut être un peu compliqué pendant 6 mois. En attendant, tous espèrent pouvoir se remettre au travail et retrouver leur rôle d'opposition. Et justement, il avait dit qu'il ne serait probablement plus candidat en cas de nouveau vote. Eh bien, pas sûr que François Fillon ne change pas d'avis. Pour le moment, il affirme que sa décision n'est pas prise. Il laisse donc planer le doute. On l'écoute ce soir sur le plateau du 20h de France 2. Je n'ai pas pris de décision. Je la prendrai en fonction de la situation politique et avec mes amis. Mais quelle est votre envie, Je ne mène pas ce combat pour moi. Et je voudrais pouvoir me concentrer, me consacrer à un dialogue plus direct avec les Français qu'à travers une formation politique. Je me bats pour des idées, je me bats pour une ligne politique, je me bats pour des valeurs et pour des principes. C'est l'actualité de la soirée. Le budget 2013, on vient de l'apprendre, a été rejeté en dernière lecture au Sénat. Un rejet très iconoclaste, puisqu'il a été voté par toute la gauche sénatoriale, socialiste compris, oui. L'explication de ce choix étonnant, eh bien la gauche sénatoriale a ainsi voulu éviter que la droite fasse de l'obstruction et empêche le vote de ce texte dans les temps impartis par la Constitution. Ils ont donc préféré faire rejeter immédiatement le projet de loi. Autre actualité, les parlementaires socialistes unis pour soutenir le texte du gouvernement sur le mariage pour tous.
Une unité moins évidente quand il s'agit d'y inclure la procréation médicalement assistée, la PMA. Après un premier très long débat, aujourd'hui, le groupe PS à l'Assemblée décidera demain s'il faut inclure à la faveur d'un amendement cette PMA. Les débats sont vifs et les avis divergent. Notre invité politique pour en parler ce soir, c'est la ministre déléguée à la famille, Dominique Bertinotti. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Alors, le président François Hollande avait laissé le choix au Parlement donc d'inclure cette PMA ou pas dans le projet de loi sur le mariage pour tous. Au vu des débats qui sont vifs ce soir, est-ce que c'est forcément un service qui a été rendu au Parlement ? Moi, je pense que oui, parce que ce que le président de la République souhaitait, c'est que dans la loi figure l'engagement 31, c'est-à-dire le mariage et l'adoption. C'est donc le texte de loi qui a été présenté, en cela tout à fait fidèle à l'engagement qui avait été pris pendant la campagne présidentielle. Ensuite, il y a d'autres questions qui peuvent être soulevées, et c'est au fond une forme de respect du travail parlementaire. Donc, c'est aux parlementaires maintenant de décider quels sont les amendements qu'ils veulent voir porter. Mais vous confirmez que sur cette question délicate de la PMA, ils sont divisés, ils sont très réservés ? Je ne sais pas si on peut parler de division. Je pense qu'il y a une discussion qui est une discussion tout à fait saine. C'est une loi sociétale, donc il est normal qu'il puisse y avoir effectivement des discussions. Et ce matin, ils ont eu déjà l'occasion de vous l'exprimer. Vous étiez avec votre collègue Christiane Taubira. Tout à fait. Et puis, qu'est-ce qu'ils vous ont dit précisément? Parce que certains assurent que c'est pas le moment, que c'est trop tôt. Est-ce que vous entendez, vous comprenez ce qu'ils disent? Eh bien, c'est un sujet trop important qui pose des questions médicales, bioéthiques. Prenons le temps. Mais c'est leur avis et moi je respecte vraiment les avis des parlementaires. Après, on peut avoir des regards un petit peu différents. La procréation médicalement assistée existe déjà, est déjà légale en France, puisque les couples hétérosexuels qui sont jugés donc infertiles peuvent avoir recours à la PMA. Voilà. Et c'est déjà le cas, puisqu'il y a à peu près 1500 enfants qui naissent par an. Homosexuels. Oui. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que les esprits sont suffisamment mûrs? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord au préalable une révision des lois bioéthiques? Vous, personnellement? La question, mon avis personnel, j'ai envie de dire, n'a pas d'importance. Moi, je suis ministre de ce gouvernement et je porte le projet sur le mariage et l'adoption. Ensuite, je suis ministre des familles. Oui. À ce titre-là, je regarde qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui. Les familles homoparentales, elles existent. Et les familles homoparentales, il ne faut pas se raconter d'histoire. Un certain nombre d'entre elles sont là parce qu'elles ont eu recours à la procréation médicalement assistée. Alors, certes, pas en France, mais ça existe en Belgique, ça existe en Espagne. Donc vous voyez qu'il y a aussi une évolution qui n'est pas simplement une évolution française, mais une évolution au moins à l'échelle européenne, voire sinon dans d'autres continents. Mais pas de dérobade, votre avis personnel, je vous le demandais. Mais il est important que vous portez ce projet de loi. Moi, je suis pour absolument voir de quelle façon on peut apporter, au travers de cette loi, une véritable sécurisation juridique des enfants qui vivent déjà dans les familles homoparentales. Et ensuite, c'est une loi d'égalité. Donc, voilà, laissons apprécier cette notion d'égalité et cette nécessaire protection juridique des enfants. Des élus socialistes ont interpellé hier le président de la République réclamant plus de social. Ils disent du sociétal, oui, d'accord, c'est bien, mais il faut se concentrer sur le social, sur la lutte contre le chômage. Ils ont tort? Mais il ne faut pas opposer ce qui est de l'ordre des lois sociales et des lois sociétales. Pourquoi le font-ils? Je ne crois pas qu'ils le font. Ils mettent l'accent sur effectivement la lutte contre le chômage, mais que je sache, Michel Sapin déploie de nombreux efforts, aussi bien sur les contrats d'avenir que sur les contrats génération. Il y a une vraie volonté permanente de lutter contre le chômage. Je me permettrai aussi de citer la conférence de lutte contre la pauvreté. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question de priorité alors, Dominique Bertinotti? Est-ce que ces questions sociétales ne peuvent pas passer? Je vais vous dire, si on regarde un petit peu l'histoire, en 1944, en pleine période de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle accordait le droit de vote aux femmes. Est-ce qu'on trouvait incompatible le fait de donner le droit de vote aux femmes et en même temps de devoir reconstruire la France? Au moment du choc pétrolier en 1974, Simone Veil, l'IVG. Vous avez vu que dans Le Monde ce soir, le ministre, votre collègue Arnaud Montebourg, affirme que ces combats sociétaux sont nécessaires, importants, mais qu'ils ne pourront pas remplacer la mère des batailles, qui est pour lui la lutte contre la finance, la lutte contre le chômage. Bien sûr.
Mais bien sûr, l'un n'est pas incompatible de l'autre et l'un ne peut pas se substituer à l'autre, mais tout doit avancer parce que il s'agit de faire progresser la société vers plus de justice, vers plus d'égalité, et des lois sociétales participent aussi à cette justice et à cette égalité. On le sait, on ne gouverne pas avec les sondages, mais quand même, la chute du couple exécutif se poursuit. Est-ce qu'il ne faut pas se concentrer plus, et là je vous dis que c'est une question de priorité, sur ces dossiers sociaux forcément qui intéressent plus les Français ? Mais vous savez, c'est aussi la volonté de François Hollande qui avait pris l'engagement que cette loi serait votée lors du premier semestre 2013. Donc il y a aussi une volonté de faire respecter l'engagement, la parole tenue. Et la lutte contre le chômage, pour le pouvoir d'achat, contre la pauvreté, c'est une lutte qui commence aujourd'hui, qui doit se poursuivre, qui va se poursuivre dans les mois et les années qui viennent. Je vous rappelle l'engagement de François Hollande qui veut inverser la courbe du chômage à la fin de 2013. Et ça approche et ça ne va pas dans cette tendance-là pour le moment. On n'est pas encore en 2013. Dans un entretien à paraître dans le magazine Les Inrocks, je l'ai lu tout à l'heure, je crois qu'il est à paraître ce jeudi, vous dites ceci: la hiérarchie ecclésiastique est arc-boutée sur une vision qui n'existe plus, à propos donc de son opposition, j'imagine, au projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption en couple homosexuel. Décidément, l'Église n'est pas en odeur de sainteté dans votre gouvernement après l'attaque de Cécile Duflot. Je me permets vraiment d'insister sur la hiérarchie ecclésiastique parce que je pense que même, oui, mais je pense que à l'intérieur même de l'Église, il y a des fidèles qui trouvent ces positions radicales beaucoup trop excessives. Pourquoi? Tout simplement parce que les fidèles qui ont des convictions religieuses vivent dans notre société d'aujourd'hui. Et la société d'aujourd'hui, c'est une diversité familiale. Ils sont touchés par le divorce, ils sont touchés par la recomposition des familles. On a quand même l'impression que l'Église, elle est un peu hors du temps, elle est un peu hors de la société, selon vous. Est-ce que vous ne versez pas un petit peu, et on l'a dit après l'attaque de Cécile Duflot, dans la cathophobie? Pas du tout. Pas du tout. Moi, mais je suis très. Peut-être, mais quand, si vous voulez, on parle d'inceste ou de polygamie, je pense que c'est aussi des propos qui ont été que moi j'ai trouvé très choquant. Choquant. Donc il ne s'agit pas du tout de cela lorsqu'on parle de l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Donc je crois qu'il faut savoir, que l'on soit membre d'une église ou pas, savoir regarder comment la société évolue. Je ne suis pas sûre que le message justement du christianisme soit pas beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tourné vers les autres. Comment ils vont recevoir votre message. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. La suite du 22h et dans un instant, place au débat du mardi soir autour de la fin de vie. La mission Sicard, du nom du professeur Sicard, a donc rendu aujourd'hui son rapport au président de la République. Sur la base de ses propositions, l'Élysée a annoncé qu'un projet de loi sur la fin de vie sera présenté au Parlement en juin prochain. Alors quelles sont les pistes évoquées sur ce sujet ô combien délicat? Le professeur Sicard nous en parle dans un instant avec d'autres invités. C'est juste après le tour de l'info de Mounir Soussi. Regardez. Pressé par son opinion publique, Barack Obama s'engage pour un contrôle plus strict des armes à feu aux États-Unis. 4 jours après la fusillade de Newtown qui a fait 26 victimes, le président américain soutient la proposition de loi d'une sénatrice démocrate pour interdire l'importation et la vente de plusieurs modèles de fusils d'assaut. Il a l'image d'un combustible d'un autre âge, pourtant le charbon est en passe de devenir la principale source d'énergie mondiale dans les 10 prochaines années devant le pétrole. Il faut se tourner vers les pays émergents pour comprendre ce retournement. À elle seule, la Chine consommera la moitié du charbon de la planète d'ici 2014. Une mauvaise nouvelle pour la couche d'ozone, car c'est l'énergie fossile qui émet le plus de gaz à effet de serre. Déjà présent au Maroc, Renault va profiter de la visite de François Hollande en Algérie pour confirmer l'implantation d'une usine de construction près d'Oran. Numéro 1 en Algérie, Renault espère y produire 75 000 voitures par an, qui seront principalement destinées au marché local. Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné une psychiatre pour homicide involontaire suite à une erreur de diagnostic. C'est une décision qui est extrêmement sévère, qui est extrêmement dure pour le praticien. 1 an d'emprisonnement avec sursis, c'est au-delà pour moi de la peine de principe. Le médecin était poursuivi par le fils de la victime d'un de ses patients schizophrènes. Malgré des avis contraires de plusieurs confrères, la psychiatre avait accordé au malade un cadre de contrôle peu contraignant.
LVMH, lauréat 2012 du Trophée national de l'entreprise citoyenne. Décerné par l'association Civisme Défense Armée Nation, ce prix distingue les sociétés qui contribuent à la cohésion nationale. Le groupe de luxe est récompensé notamment pour avoir soutenu des projets culturels dans la ville de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Pour le calendrier Maya à la fin du monde, c'est vendredi. Dans le dessin du jour sur Agoravox, GD Blog nous montre que la crise pousse certains à espérer que la prophétie se réalise. La suite du 22h est place à présent au débat du mardi soir sur un thème sensible et délicat parce qu'il touche à l'essentiel, à la vie, à la mort. Il s'agit de la fin de vie. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Didier Sicard. Bonsoir. Bonsoir. Merci vraiment d'être avec nous. Vous avez donc remis ce matin votre rapport au président de la République après un long travail de 6 mois. Vous êtes également, je le rappelle, président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique. Avec nous également Jean Leonetti, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être avec nous. Vous êtes député des Alpes-Maritimes. Vous êtes l'auteur de la loi sur la fin de vie, la loi Leonetti. Avec nous également le sénateur socialiste Gaëtan Gors, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur d'une proposition de loi en juillet 2012 visant, je cite, à mieux comprendre les demandes des malades en fin de vie exprimant une volonté de mourir. Et avec nous également Stéphane Brisé, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes cinéaste, vous avez réalisé le film que vous avez sans doute vu, Quelques heures de printemps, sorti en septembre dernier. Je rappelle aux téléspectateurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, que le film aborde la question du choix de mourir dans la dignité à travers l'histoire d'une femme atteinte d'un cancer incurable et qui décide de partir en Suisse pour y abréger ses souffrances, car là-bas, le suicide assisté est tout à fait légal. On verra un extrait de la bande-annonce tout à l'heure. Alors messieurs, avant de commencer notre discussion, je vous propose de suivre notre journaliste Sandra Cerquera. Elle s'est rendue dans une unité de soins palliatif à l'hôpital Paul Brousse, c'est à Villejuif, et dans une maison médicale, Jeanne Garnier, c'est la première unité de soins palliatifs à Paris. Regardez. Madame Cossia, on vient voir d'abord si vous êtes bien installée. Iris est fatiguée, mais elle sourit. Épuisée par un cancer des os, elle ne sait plus quoi faire de son corps tant la douleur est grande. Plus aucun traitement n'est efficace. Parce que le dernier que j'ai fait, ça n'a pas marché, la molécule. Donc pour l'instant, tout est arrêté. Il n'y a plus de chimie à faire, donc on attend. Ce sont les soins palliatifs qui l'ont soulagée. Ici, personne n'évoque la possibilité de mort volontaire. Ne pas entreprendre un traitement superflu est autorisé par la loi Leonetti de 2005, une loi méconnue et donc mal appliquée selon cette infirmière. Il faut absolument qu'on en parle, que les gens sachent ce que c'est, connaissent leurs droits, connaissent tout ce dont ils peuvent avoir accès. Je pense qu'il y a un gros manque de connaissances et surtout il n'y a pas assez d'unités de soins palliatifs, et pas assez de médecins ou d'infirmières formés non plus. L'acharnement thérapeutique est interdit par la loi, mais pour ce docteur, il est indéniable que le droit à laisser mourir reste encore mal compris. Certains médecins seraient tentés de poursuivre le traitement, car décider de la fin de vie avec la famille n'est pas facile et prend du temps. Il faut expliquer qu'il ne s'agit pas d'un abandon. Ce qui est difficile, c'est la brutalité des décisions d'arrêt de chimiothérapie, par exemple. Je vois tous les jours des familles qui sont sous le choc du transfert, parce qu'on ne leur a pas bien expliqué ce que c'était. Ils ont juste compris que c'était un rejet, un refus, un abandon. Et le malade, c'est pareil, il est sous le choc de l'abandon du service précédent. Autre lieu, autre unité de soins palliatifs, cette fois, une unité des hôpitaux de Paris. Là aussi, on est confronté à la fin de vie au quotidien. Selon ce médecin, on s'inquiète beaucoup du droit de ceux qui demandent à mourir, mais pas assez de ceux qui auraient la responsabilité du geste. Il dit ne pas avoir été formé pour donner la mort. Ce n'est pas le rôle de la médecine que de faire disparaître les malades. Si on va dans ce sens-là, je pense qu'il faut s'inquiéter un peu de la mission qu'on assignerait à la médecine. En revanche, pour un certain nombre de patients qui sont assez rares, mais qui existent, pour un certain nombre de patients, cette question se pose. Et il me semble que c'est vraiment une question qui est posée à l'ensemble du corps social, où peut-être la médecine doit prendre une part, mais il est impossible que ça se résume à une problématique médicale. Avec le suicide assisté, comme cela existe en Suisse, ce n'est pas le médecin qui fait le geste, mais le malade lui-même. C'est une des propositions du rapport Sicard, qui fera peut-être partie du projet de loi sur la fin de vie prévu en juin 2013. Et retour sur le plateau, nous allons bien sûr évoquer en détail les conclusions du rapport du professeur Sicard qui est avec nous. Mais d'abord, professeur, ce sujet, la fin de vie, entraîne souvent des avis opposés, des dichotomies extrêmement tranchées qui virent parfois, malheureusement, à la foire d'empoigne. On sait que vous avez effectué un tour de France avec des débats citoyens.
Quel était le climat? Est-ce que vous avez mené des consultations dans un climat serein? Je craignais au départ que ce soit un climat d'affrontement permanent. Je me suis dit, dans la salle, je vais avoir une association militante et puis une association religieuse qui vont ne pas s'entendre. Et j'étais frappé de la maturité des citoyens, leur tolérance. Mais au fond, je les mettais dans une situation particulière, c'est-à-dire que je les faisais travailler. Et les gens étaient très étonnés que j'arrive à faire travailler des citoyens comme ça, gratuitement, en les mettant dans des salles, dans des petits ateliers, 15 personnes, qui se découvraient, qui découvraient leur histoire réciproque, et qui apprenaient à s'écouter dans leurs arguments réciproques. Ils partaient déjeuner et entre 2h et 4h, ils restituaient leur travail. Et à ce moment-là, ils prenaient conscience de la complexité. Et à chaque fois, cette expérience renouvelée leur donnait l'impression que c'était eux qui avaient créé le questionnement et qu'on ne leur imposait pas un questionnement de l'extérieur. C'était assez même presque touchant quand les citoyens me remerciaient de leur avoir donné la parole, et que cette parole soit une parole construite, une parole qui est encouragée par les films, Quelques heures de printemps, par le film de Haneke, c'est-à-dire une parole, mais en même temps dont ils saisissaient de savoir comment elle pouvait être transférée dans le monde réel. Et j'étais beaucoup plus impressionné par leur maturité que par les postures que j'ai toujours rencontrées dans les institutions, dans la médecine, comme si elle apportait la réponse avant la question. Et dans ce domaine, ça m'a donné le sentiment qu'il fallait au moins restituer cette parole. C'est important alors de dire que ce rapport n'est pas du tout un rapport d'expert, il est nourri. C'est tout sauf un rapport d'expert. C'est un rapport au fond de terrain, c'est un rapport où moi je ramène du silex, je ramène de la terre, je ramène du matériau de pensée, et en aucune façon de la maîtrise de pensée. Et au fond, j'offre aux parlementaires qui travailleront sur un éventuel projet de loi la complexité, en leur disant que tout projet d'enfermement de la vie dans une radicalité, dans un sens ou dans un autre, pas d'euthanasie ou euthanasie, comporte nécessairement une rupture des limites. Et je trouve que, au fond, les citoyens français tels que j'ai rencontrés ne sont pas tellement demandeurs. Ils sont demandeurs dans les sondages, mais en pratique, ils demandent qu'on les accompagne, qu'ils ne souffrent pas, qu'ils ne soient pas abandonnés et qu'on les aide à mourir, mais pas forcément. Des conclusions. Les parlementaires dont vous parlez, ils sont là, députés et sénateurs. Est-ce que cette démarche, finalement, des débats citoyens, c'est la démarche la plus naturelle, Jean Leonetti, c'est de demander aux Français de parler de la fin de vie? Elle sera obligatoire sur tous les sujets de société. On peut pas dire on va confisquer avec des politiques ou avec des experts des sujets qui concernent tout le monde. La mort concerne tout le monde. On a tous dans notre vie une expérience d'une personne qu'on a perdue ou qu'on a vu mourir. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui dire voilà l'état de la science et voilà l'état des experts et voilà ce que les politiques ont décidé. Je crois que la démarche qu'a fait Didier Sicard avec peu de temps et pas beaucoup de moyens est assez exemplaire. Très peu de moyens d'ailleurs. Il a réussi à faire émerger à la fois cette inquiétude qui existe dans notre société et puis en même temps cette importance de l'essentiel et de la fin de vie avec cette confiance dans la médecine, elle va me sauver, mais en même temps ce doute dans la médecine, peut-être elle va me prolonger anormalement et me mettre dans une situation de grande difficulté. Quant à l'attitude, on avait écrit avec Gaëtan Gors sur le premier rapport que le doute collectif était plus fertile et plus utile que les certitudes individuelles. Je continue à le penser. C'est en rencontrant l'autre sur ces sujets de complexité forte qu'on arrive justement à bouger les lignes, à douter, puis ensuite à se rendre compte que il n'y a aucune loi parfaite. Alors, vous connaissez très bien ce sujet, tous, Gaëtan Gors, c'est votre cas. Est-ce qu'on peut toujours évoluer sur ce sujet, justement, à la rencontre des Français, avec ces débats citoyens? Est-ce qu'on peut faire bouger les lignes pour ses convictions personnelles? Est-ce que c'est votre cas? Le problème, c'est que plus on travaille sur ce sujet, et moins on a de certitudes, ce qui, évidemment, lorsqu'il faut prendre des décisions, rend les choses plus difficiles, mais en même temps garantit peut-être que ces décisions sont prises dans le meilleur contexte possible, c'est-à-dire effectivement à la fois en hésitant, en tremblant et en se demandant si on choisit la meilleure des solutions. Le rapport du professeur Sicard a cet avantage de poser, je crois, les termes d'un débat qui est bien connu aujourd'hui, mais de le poser d'une manière sage, non passionnée, permettant de regarder les choses en face, c'est-à-dire la fin de vie en face, et après sont aux parlementaires, aux responsables politiques de prendre
les décisions qui leur reviennent. On voit bien qu'il y a un débat, on voit qu'il y a des points de vue différents. Ce que je ne voudrais pas en tout cas, c'est que ce débat se transforme en débat partisan. Je crois qu'on peut espérer, sinon trouver un consensus, en tout cas mener le débat jusqu'à son terme. Et comme l'a dit le professeur Sicard, je partage sa préoccupation. Il ne faut pas que le débat soit manichéen entre les partisans et les adversaires de tel ou tel changement, en l'occurrence l'euthanasie. Il faut que ce soit un débat qui parte d'une seule question. Comment est-ce qu'on soulage la souffrance humaine dans ces situations? Alors les cinéastes aussi se sont saisis du sujet. Stéphane Brisé, vous avez donc mis en scène les relations entre un fils et sa mère qui est donc condamnée par la maladie. Elle suit une procédure de suicide assisté en Suisse. Quand on réalise un film sur un sujet éminemment difficile, comment on s'y prend? Est-ce qu'on se dit il faut montrer la réalité telle qu'elle est? Est-ce qu'on ne force pas l'émotion? On la suggère? Comment on explore les sentiments sans tomber dans le sentimentalisme? Dans le pathos, si j'ose dire. J'aimerais juste revenir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez que le personnage féminin avait choisi de mourir dans la dignité en suivant ce protocole de suicide assisté. Non, elle a choisi de suivre ce protocole de suicide assisté, mais en France, on meurt aussi dans la dignité dans les unités de soins palliatifs. Ce n'est pas, le suicide assisté ne doit pas kidnapper la dignité de la fin de vie. Le sujet principal n'est pas le suicide assisté, c'est un élément dramaturgique extrêmement puissant dans le film et que je filme très frontalement. Le sujet principal, c'est la relation l'intime entre un fils et sa mère. Avec à ce moment très particulier de la vie où voilà, quelqu'un a décidé que ça serait terminé. Moi, je me suis appuyé au tout départ de mon travail sur un documentaire sur le choix de Jean et j'ai demandé au réalisateur si je pouvais m'inspirer des images que eux avaient tournées. Ils avaient capté le réel pour ne pas faire d'impair et pour pas raconter n'importe quoi concernant le protocole. Mais ensuite, ce sont des histoires individuelles qui se vivent à cet instant-là. Le professeur Sicard a parlé de Amour, de Michael Haneke, qui a été Palme d'Or à Cannes. Il y a aussi un autre film, Belle au bois dormant, je ne sais pas si vous le connaissez, de Marco Bellocchio, qui a été vu à la Mostra de Venise sur ce sujet. Est-ce qu'on assiste à une espèce d'offensive militante du cinéma pour faire évoluer le débat aussi? Parce que comme les parlementaires, c'est peut-être aussi votre rôle, d'une autre manière, de se saisir du débat pour faire évoluer les positions. Est-ce que c'est votre combat à vous? Il n'y a pas de militantisme là-dedans, en tout cas dans mon film, ni dans celui de Michael Haneke. À la limite, la légitimité d'un réalisateur, c'est de questionner, d'être à l'écoute de la vibration de l'intime. Et comme on vit tous dans le même monde, certains écoutent ce qui se passe autour. Et comme cette question est depuis très très longtemps en fait, au cœur des préoccupations dans la société, très légitimement, des réalisateurs s'en emparent. Professeur, c'est une bonne chose. Le débat est à la fois entre les mains des Français, des cinéastes. Pour l'ouverture du débat. Et je suis reconnaissant au président d'avoir ouvert le chantier du débat. Parce que malgré la loi Leonetti depuis 2005, on a l'impression que la loi a été faite pour résoudre les questions, alors que je crois que la loi Leonetti a ouvert un champ, mais que ce champ ne s'est pas approprié par les citoyens, pas par les... Est-ce qu'on peut rappeler aux téléspectateurs vraiment la loi Leonetti? Je me permets de le dire devant vous, vous me corrigez. Alors, elle interdit l'acharnement thérapeutique sur les personnes condamnées et s'assure que leur volonté soit respectée. Donc, contre l'euthanasie, elle préconise le développement des soins palliatifs qui soulagent la douleur des malades. Est-ce qu'on peut dire que c'est le laisser mourir et pas le faire mourir? C'est moi-même qui ai dit ça. C'est une bêtise. Il faut l'enlever. C'est pas une loi du laisser mourir. On dirait que dans le laisser mourir, il y a ce sentiment d'abandon. C'est difficile de En trouver les réalité, mots. c'est une loi qui dit je ne t'abandonnerai pas, je te laisserai pas souffrir, même si le fait de ne pas te laisser souffrir va raccourcir ta vie. Parce que la qualité de vie en fin de vie prime sur la durée de la vie. Et enfin, je ne ferai pas des traitements au-delà du nécessaire, qui soient inutiles ou disproportionnés. C'est cet engagement-là, au fond, les trois engagements sont là. Après, l'obsession, c'est ce qu'a dit Gaëtan Gors. L'obsession doit être comment cette fin de vie, qui est douloureuse, ça fait pleurer de perdre les gens qu'on aime. C'est douloureux de quitter la vie. Mais comment on peut faire pour que la souffrance ne soit pas au rendez-vous et que la médecine soit utile? Mais sur votre loi, sur cet engagement, comment ça se fait, professeur? Je vous pose la question à tous les deux, que cette loi soit mal connue, qu'elle soit parfois peu appliquée. Pourquoi, tant d'années après, le malade ne connaît pas ses droits? L'hypothèse que je fais, c'est que la France est un pays où la médecine curative confisque la totalité du traitement et que la médecine palliative, elle est reléguée dans les derniers jours de la vie, alors même que dans la plupart des pays étrangers, aux États-Unis, la médecine palliative, elle est introduite dès le début d'une maladie grave. Et donc, à partir du moment où
les Français sont éduqués il y a toujours un nouveau traitement possible et qu'en cas d'échec, il y a la solution palliative, fait que la loi Leonetti, qui est plutôt adaptée au retrait, au lâcher-prise, elle est perçue par les médecins comme un échec. Et je pense qu'il y a un effort majeur d'appropriation par la médecine, mais un effort universitaire, un effort de réflexion. Encore suffisamment effectué. Je pense que le chantier est encore à ouvrir. Vous voyez un petit peu pas d'accord. Non, je crois qu'il y a d'autres aspects. Je pense que la loi a été votée. Je pense que Jean Leonetti, et on était ensemble pour y parvenir, est allé au bout de ce qui était possible législativement à l'époque, et qu'il y a un malaise autour de ce texte, en tout cas y compris d'une partie de ceux qui l'ont voté. Et on voit bien que certains l'ont voté parce que voilà, il fallait que les choses bougent. On a vu au sein de la commission la nécessité d'intervenir pour que des situations comme celles auxquelles on est confronté ne puissent pas continuer. Mais en même temps, cette loi va beaucoup plus loin qu'on ne le dit. Et Jean Leonetti évoque souvent la question de la sédation. Cette loi indique très clairement que lorsque le malade souffre dans des conditions qui ne peuvent pas être apaisées autrement que par une sédation importante, qui peut avoir un effet immédiat, différé mais terminal, cette sédation doit intervenir et le médecin a la responsabilité, pour le faire, le devoir, pour soulager le malade, de le faire. On est très près de ce qu'on a tendance, à ce qu'on appelle l'euthanasie. Clairement, c'est un acte médical de la part du médecin. Mais pour alléger la souffrance, et on est très près de ce qu'on appelle l'euthanasie. Et ceux qui l'ont compris, évidemment, qui sont hostiles, sont gênés d'une façon, et ont été gênés par cette loi, qui au contraire a le mérite, me semble-t-il, de bien aborder le problème, de faire évoluer les choses, mais d'une façon tellement finalement poussée qu'elle suscite des réserves des deux côtés. Pourquoi une nouvelle loi ? Si on apprend ce soir que la loi Leonetti donc arrive jusqu'à ce maximum, entre guillemets, du débat, pourquoi une nouvelle loi ? Comme toujours, c'est le problème de l'inflation législative. Aucune loi ne résoudra les questions, même les Belges ont proposé 22 lois nouvelles sur l'euthanasie depuis 2002, parce qu'ils trouvent chaque année de nouveaux cas qu'il faudrait inclure. Et donc, on s'aperçoit que toute loi dans ce domaine, lorsqu'elle veut être très précise et inclure, se heurte au dépassement. Et que la grande question, c'est comment une loi qui voudrait privilégier quelques situations transgressives qui concerneront toujours quelques centaines, voire milliers de gens, risque peut-être de faire renoncer les Français à ce travail d'appropriation. Parce que nous sommes concernés tous, ma mort. Moi, j'ai envie que quand je serai aux portes de la mort, je ne sais pas très bien ce que je souhaiterais. Est-ce que je souhaiterais qu'on me propose une fiole avec des barbituriques qui m'enverront à Patresse, ou est-ce que j'aurais confiance dans un médecin qui ne me lâchera pas et à qui, quand je lui dirai « Écoutez, je crois vraiment que je n'en peux plus ». Vous avez une réponse à cette question ? On peut avoir une réponse à cette question ? Eh bien, je pense que le médecin qui pourrait me dire « Ayez confiance, je ne vous abandonnerai pas » et qui me donnerait un médicament qui me permettra doucement de disparaître au sein de ma famille, me paraît, c'est ce que j'espère, au fond, comme n'importe... Au fond, l'euthanasie a quelque chose, en même temps, de miraculeux, parce qu'on a l'impression qu'on va acquérir la sérénité, parce qu'on pourra décider de sa mort, mais qui crée l'effroi de la société et l'effroi des gens qui vous aiment et qui sont autour. Un suicide n'est jamais un cas qui tout suicide met en cause la société. C'est pour ça que dans votre rapport, c'est très clair. Vous fermez la porte à l'euthanasie, mais vous lancez donc la réflexion autour, on va l'appeler ainsi, c'est le suicide assisté en France dans des conditions extrêmement précises. Je veux d'abord, Jean Leonetti, qu'est-ce que vous pensez justement de cette évolution donc de votre loi ? Moi, je suis d'accord avec les évolutions qu'a proposé Didier Sicard sur la loi. Je veux dire que ce que vient de dire Gaëtan Gore, ce qu'on a entendu dans le film au départ, cette dame qui dit quand on arrête la chimiothérapie, alors tout est perdu. Et non. Si on arrive à mêler le curatif et le palliatif, si on arrive à dire qu'à la fois la médecine elle est faite pour guérir et pour sauver, mais aussi pour soulager et accompagner, alors on a une médecine qui est beaucoup plus globale et qui prend le malade en charge de manière globale, de manière citoyenne et solidaire. Et donc une société qui propose l'échappatoire de l'euthanasie pour ne pas affronter la complexité d'une situation de solidarité que nous escamotons parce que nous avons un tabou sur la mort, c'est un faux fuyant. Et donc, il me semble que on peut encore améliorer. Il n'y a aucune loi qui est parfaite, et sûrement pas celle d'aujourd'hui. Elle peut être améliorée.
Mais pardonnez-moi, en vous écoutant, on a quand même l'impression que, quelle que soit la loi, elle laissera de côté l'immense majorité des cas désespérés, ceux qui sont vraiment très dégradés. Que fait-on pour eux, professeur et sénateur Gaëtan-Gors? Moi, j'ai défendu l'idée, mais d'une certaine manière inspirée du rapport qu'avait rendu le Comité national consultatif d'éthique il y a quelques années, d'une exception d'euthanasie, c'est-à-dire de permettre, en des circonstances exceptionnelles, d'écarter toute responsabilité pénale du médecin qui serait amené à intervenir à la demande du malade dans des conditions où il n'avait pas d'autre solution, pas d'autre issue pour soulager. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean Leonetti en disant que l'euthanasie, enfin pour prendre ce terme qui malheureusement est très ambigu au fond et trop chargé de passion, est une façon de se débarrasser de la question de la solidarité. Je pense que la situation idéale, mais pour le coup, comme c'est une situation idéale, il sera difficile d'y parvenir rapidement, c'est celle où on aurait au fond une palette de choix et où le malade comme le médecin pourrait indiquer qu'il préfère effectivement être prolongé à travers des soins palliatifs, être endormi à travers une sédation, pouvoir bénéficier d'une assistance directe à mourir parce qu'il aura décidé de prendre en main sa fin de vie. Ça suppose, si vous me permettez juste de rajouter un mot, ça suppose, et c'est là où la difficulté, que le milieu médical, comme la société de manière générale, mais d'abord le milieu médical, soit préparé à cette situation. Il y a dans le rapport du professeur Sicard des descriptions qui sont d'ailleurs comparables à celles que nous avions fait dans le rapport de Jean Leonetti, qui sont redoutables sur la réalité de certains services hospitaliers. Je vais laisser la parole à Stéphane Brisé parce qu'on va regarder un extrait évidemment du film. Je voudrais savoir, professeur, il va y avoir un projet de loi, donc il va être présenté au Parlement en 2013. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il retienne de votre mission? Quel est l'élément fondamental? L'élément central, c'est que la parole du malade soit remise au centre. Et que si une loi était votée, c'est qu'elle... Alors c'est très difficile de faire une loi qui remette la parole du malade, parce que j'ai jamais vu une loi qui soit efficace dans ce domaine, mais que les directives anticipées, c'est un véritable chantier. Moi, je suis frappé de voir ce que j'ai pu voir aux États-Unis, comment les directives anticipées sont de deux types. La directive anticipée, disons, quand on est en bonne santé, qui sont les modèles allemands, et puis quand on va mal, qu'on va avoir une intervention chirurgicale, alors là, il y a un document cartonné, avec une couleur, qui est dans le dossier, qui est signé par le médecin. C'est-à-dire qu'il y a un véritable engagement. Les médecins et les malades parlent de la mort, et ils en parlent en termes d'anticipation. Et je pense que là, il y a un respect des personnes. Je pense que là, il y a un véritable travail à faire. Très important aussi le mot de la conclusion, Jean Leonetti. Vous êtes d'accord, remettre le malade au centre? Je crois que sortons du débat pour ou contre l'euthanasie. Posons-nous les questions en fonction des situations dans lesquelles nous nous trouvons. On est tous d'accord pour dire qu'on a une médecine extrêmement technique et performante, mais qui a perdu le sens de l'accompagnement. Et soyons d'accord aussi pour dire qu'aujourd'hui, on n'a pas tiré, malheureusement, de la loi actuelle toutes les possibilités qui sont les siennes pour aller jusque dans des zones grises. L'utilité de la mission du professeur, donc. Et je note que Didier Sicard propose plus qu'une nouvelle loi qui serait parfaite, d'essayer d'améliorer celle qui existe. Et peut-être le plus important aussi de lancer le débat, que les Français s'en saisissent. Que les Français s'approprient ce sujet qui les concerne d'en parler ce soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Stéphane Brisé. Je vous remercie, je m'excuse. On n'a plus le temps de passer l'extrait peut-être. Est-ce qu'on peut terminer avec l'extrait de quelques heures de printemps? On y va, on me dit. C'est qui t'a mis en tête ce truc de la Suisse, là? Ben, j'ai vu une émission à la télé. Ça m'a intéressé, puis je me suis renseigné comme ça. Comme ça quoi? C'est pas des renseignements, c'est un truc qui est signé dans ton tiroir. Ben oui, c'est signé pour dire que c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Mais c'est signé, c'est signé. On fait bien ce qu'on veut, hein. Il n'y a pas d'obligation. C'est pas la peine de le soigner, si t'as décidé que ça finirait mal. J'ai pas décidé que ça finirait mal. C'est très bien ce que j'ai, il faut pas se raconter d'histoire. C'est monté, puis voilà. Ah oui, mais c'est monté aussi parce que t'as rien fait pour l'arrêter. T'as laissé le truc empirer, c'est tout. Bah oui, je savais pas, hein. Bah oui, tu savais pas, tiens. J'ai pas décidé ça comme ça, hein, j'ai réfléchi. Quoi? Je te dis, j'ai pas fait ça comme ça, j'ai réfléchi. Au moins, ça fait quelque chose que je décide.
Un film très émouvant et le professeur Didier Sicard en disait le plus grand bien, une sensibilité très juste avec de très beaux acteurs. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, votre émission Politique Prof par 3 et je vous dis à demain avec plaisir. La ministre de la Santé et des Affaires sociales est l'invitée de Preuve par 3. Bonsoir Marisol Touraine. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour nous éclairer sur un grand nombre de questions qui vous incombent et qui sont très variées, nous allons le voir. Bruno Franceschi de l'agence France Presse, notre partenaire, nous rejoindra dans un instant. Nouvelle réforme pour sauver les retraites et puis tour de vis budgétaire de quelques 60 milliards d'euros durant le quinquennat pour s'attaquer donc au déficit public. Et la politique familiale sera forcément touchée, on imagine déjà que la gauche du PS va à nouveau se faire entendre, peut-être même hurler. Vous serez interrogé sur ces questions dans la deuxième partie de l'émission. Enfin, Michael Zamès de Public Sénat nous rejoindra après un portrait de vous, pour mieux vous connaître. D'abord, bien sûr, le rapport Sicard sur la fin de vie. Pas question de s'orienter a priori vers l'euthanasie active, mais une porte est entrouverte sur le suicide assisté. Est-ce qu'une brèche est ouverte avec ces propositions du rapport qui vont être manifestement reprises dans la proposition de loi, dans le projet de loi dont vous aurez la charge? Le président de la République s'était engagé pendant la campagne. Il s'était engagé à ce qu'une aide active puisse être apportée à ceux qui, confrontés à une maladie grave, incurable, et ne vivant pas leur fin de vie de manière digne, puissent être aidés. Il a donc souhaité qu'un débat s'engage. Et c'est ce débat qu'a mené le professeur Sicard avec son groupe, qui a permis la présentation du rapport remis ce matin au président de la République. Ce rapport montre qu'il y a de très grandes attentes. Et nous le savons bien, les Français aujourd'hui souhaitent que leur liberté, leur dignité, leurs droits soient reconnus jusqu'au bout de leur vie. Ils veulent vivre pleinement, y compris dans la maladie, et décider de la façon dont leur vie doit s'arrêter. Et donc face à cela, le rapport fait un certain nombre de préconisations, d'orientations, mais très générales. Et c'est pourquoi le président de la République a souhaité saisir le Comité consultatif national d'éthique pour que des précisions soient apportées sur les conditions précises. Non, c'est un débat qui ne sera plus public. C'est le comité qui va se réunir et remettre avant le mois d'avril prochain des recommandations sur la manière précise dont on peut améliorer les soins palliatifs qui aujourd'hui sont mal connus, y compris du personnel soignant, sur la manière dont très strictement encadré, on pourrait imaginer qu'une personne fasse le geste elle-même de mettre fin à ses jours. Le malade lui-même. Le malade lui-même. Et puis sur... C'est ce qu'on appelle le suicide assisté. C'est une des nouveautés peut-être qui apparaît dans ce rapport. On s'aperçoit qu'il y a là une demande et aussi une façon de respecter la volonté des médecins, de rester en dehors de ce processus. Et puis une réflexion sur la dignité. Qu'est-ce que c'est qu'accompagner le malade dans la dignité jusqu'au bout de sa vie. De la part du personnel médical. De la part du personnel médical. Donc il y aura une réflexion qui va aboutir au mois d'avril. Et c'est sur cette base-là qu'un projet de loi sera présenté au mois de juin. Mais ça veut dire que l'euthanasie active, c'est-à-dire le geste médical pour mettre fin à la vie, n'est pas exclu dans ce projet de loi, parce que vous dites qu'il faut accompagner, il faut que le personnel médical accompagne également. Je ne dis pas il faut, je dis simplement que le président de la République a souhaité que le Comité national consultatif d'éthique puisse définir les conditions dans lesquelles ce serait envisageable. À partir des recommandations que fera le comité consultatif, nous élaborerons un projet de loi. Mais donc on voit bien qu'il y a 3 orientations précises qui sont données, fixées à la réflexion. Moi je veux souligner que ça représente un pas très important. Une brèche, je vous posais la question sur une brèche. Une brèche, en tout cas un pas en avant. J'ai eu l'occasion de le dire, je crois qu'il est temps
de pouvoir mieux prendre en compte les attentes de nos concitoyens, leur volonté de dignité et que cette dignité s'exprime et soit réalisée jusqu'au bout de la vie. Est-ce que le mot euthanasie sera dans le texte de loi? Parce qu'on a du mal manifestement à non, mais je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Ah bon. Il y a une saisine du comité consultatif qui va définir... De quoi est-ce qu'on parle? On parle des manières de permettre à une personne qui est malade, qui est confrontée à une maladie incurable, qui porte atteinte à la conception qu'elle a d'elle-même, aux relations qu'elle peut avoir avec ses proches ou avec son entourage, qui la fait souffrir de façon forte. Donc on parle de ces personnes-là et on se demande comment on peut répondre à leur demande, lorsque leur demande s'exprime, évidemment. Comment on peut répondre à leur demande de finir leur vie dans la dignité? Eh bien, un cadre précis qui répond à des règles éthiques fortes, un cadre précis et strict doit évidemment être élaboré et c'est ce à quoi nous allons travailler puisque le rapport Sicard a été remis à partir du moment où le comité consultatif d'éthique aura rendu ses conclusions. Donc voilà, on avance avec prudence et avec beaucoup de précautions sur ce sujet délicat, bien sûr. Ce sont des sujets délicats. Pour le coup, il n'y a pas d'urgence, il y a une volonté qui est marquée, un engagement a été pris par le président de la République pendant la campagne, une volonté est marquée, mais aussi une volonté que ces avancées se réalisent de façon évidemment très encadrée et très maîtrisée. Néanmoins, je retiens à vous utiliser le mot brèche, vous l'acceptez, dans ce qui se fait jusqu'à présent. Est-ce que néanmoins, le corps médical, les médecins, les infirmières pourraient être associés demain à un geste qui met fin à la vie? Ou est-ce que ça doit demeurer pour vous un tabou? C'est une des questions qui est posée. Est-ce que ça restera un tabou, oui ou non? La réflexion gouvernementale s'engagera une fois que le rapport du comité consultatif aura été remis. Nous avons besoin d'être éclairés très concrètement sur la façon dont les choses se passent. Moi, j'entends les réticences, les réserves, les doutes qui s'expriment dans le corps médical ou dans le corps soignant. Qu'est-ce qui doit demeurer un tabou pour vous? Non, je crois que nous ne devons pas aujourd'hui avoir de tabou, si ce n'est évidemment celui de la volonté de la personne. Nous devons évidemment faire en sorte que soit garanti le fait que la personne prend la décision, est accompagnée dans sa décision, et c'est un des sujets sur lesquels nous devons travailler davantage. Rendez-vous donc dans quelques mois avec ce texte très important, évidemment. Autre sujet de société, le mariage gay ou entre personnes de même sexe, puisque le gouvernement n'a pas d'avis, hein, Marisol Touraine, et s'en remet au Parlement. Est-ce que vous êtes, vous, personnellement, favorable à l'aide médicale à la procréation pour les couples de lesbiennes? La procréation médicalement assistée représente une possibilité pour des couples de lesbiennes d'avoir un enfant. Elle le pratique déjà d'ailleurs à l'étranger. Elle le pratique à l'étranger. Cette réflexion-là, elle est dans le débat. Et la question c'est est-ce qu'elle sera dans le texte du gouvernement? La question est non, elle ne sera pas dans le texte du gouvernement. Le gouvernement ne change pas de position. Il va présenter un texte qui porte sur le mariage et l'adoption. Il devra bien prendre position quand les députés la mettront dans le débat. Il y a besoin de résoudre un certain nombre de questions autour de la procréation médicalement assistée. Est-ce que ces questions pourront être réglées dans le cadre du débat parlementaire et donc aboutir dès ce débat-là? C'est la réflexion des parlementaires qui va permettre de le dire. Mais la procréation médicalement assistée, elle est dans le débat. Et si les parlementaires souhaitent qu'elle aboutisse dès le mois de janvier à l'occasion de la discussion sur le mariage pour tous, eh bien ces dispositions aboutiront. C'est aussi une réflexion qui a lieu au sein du groupe socialiste. Bien sûr, mais le gouvernement n'assume pas ce choix-là, cette option-là. Le gouvernement assume dans la mesure où il dit aux parlementaires que leur réflexion sera évidemment suivie avec beaucoup d'attention. Et je crois que, franchement, c'est une discussion qui ne porte pas sur l'objectif. Faudra-t-il permettre la procréation médicalement assistée aux couples de femmes ou pas? La question, c'est est-ce qu'on le fait maintenant ou est-ce qu'on le fait un peu plus tard dans le cadre d'un autre texte? Le débat, c'est uniquement celui-là. Sur le principe, il me semble que nous allons vers l'adoption de la possibilité de la procréation médicalement assistée.
très bien, mais en 2 temps, donc apparemment. La question, est de... non, mais la question est de savoir si les parlementaires pensent qu'on peut le faire dès ce texte-là ou qu'on doit le faire dès le premier texte. Eh bien, le gouvernement sera évidemment très attentif à leur travail. Alors, une question concernant la pilule de 3e génération, dont les dangers sont maintenant connus. On a tous été d'ailleurs émus par le témoignage de cette jeune femme qui a été victime d'un accident vasculaire, un AVC, parce qu'elle prenait cette pilule. Pourquoi vous ne l'interdisez pas, tout simplement? Parce que ça n'est pas de mon ressort. C'est l'Agence nationale de la sécurité du médicament qui prend la décision de mettre sur le marché ou d'interdire, de retirer du marché un médicament, et la pilule est un médicament. En revanche, j'ai saisi la Haute Autorité de Santé, je lui ai demandé quelle était l'analyse qu'elle faisait des risques de cette pilule, et au regard des analyses qu'elle m'a transmises, j'ai indiqué que cette pilule serait déremboursée, et j'ai demandé que soit informé de façon extrêmement rapide et vigoureuse l'ensemble des médecins des risques et des bonnes pratiques. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de proposer spontanément à une femme de prendre la pilule de 3e génération. Elle n'apporte rien. Elle n'apporte rien de plus dans la très grande majorité des cas. Il y a des femmes pour qui ça représente une possibilité pour des raisons médicales. Il ne faut pas le nier. Mais cette pilule a bénéficié, passez-moi l'expression, d'un effet de mode. Il y a 5 millions de femmes qui prennent une pilule de 3e ou 4e génération, et c'est devenu en quelque sorte la pilule dont parlent les jeunes femmes en particulier et les médecins. Il faut en finir avec ce réflexe qui consiste à la prescrire d'emblée et spontanément. Une question sur les médicaments génériques. Est-ce que vous allez imposer, alors je ne sais pas si c'est votre ressort là, que la composition et surtout la provenance géographique des molécules apparaissent sur les paquets, comme le demande Vegas, parce qu'on s'aperçoit effectivement, on veut bien être confiant dans les médicaments génériques, mais on s'aperçoit que 80% des molécules viennent de Chine ou d'Inde, où les contrôles sont défaillants. Les molécules de tous les médicaments, qu'il s'agisse des médicaments de marque ou des médicaments génériques, sont très massivement fabriqués en dehors de l'Union européenne. Donc il n'y a pas de différence, je veux insister là-dessus, il n'y a pas de différence dans la composition et la fabrication des médicaments génériques et des médicaments de marque. Donc c'est pour l'ensemble des médicaments que nous devons évidemment mettre en place une politique plus insistante de contrôle sur place, et je souhaite aussi pouvoir convaincre mes partenaires européens de s'engager dans cette même démarche, parce que si nous la menons ensemble, nous aurons davantage de moyens, et après tout, nous pouvons faire confiance à l'Allemagne, à la Belgique ou à l'Angleterre. Si elle va faire des contrôles dans des pays extérieurs, ça pourrait, par exemple, profiter à l'ensemble. Donc il n'y a pas de différence. Non, il n'y a pas de différence. J'insiste là-dessus. Nous avons besoin de plus de transparence, nous avons besoin de contrôle renforcé, mais cela c'est vrai pour l'ensemble des médicaments. Allez, un mot sur Gérard Depardieu. Il a dit qu'il a donc rendu son passeport, mais également sa carte vitale, dont il n'aurait jamais fait usage. Vous avez vérifié ce point-là? Non, je n'ai pas vérifié. Je crois que aujourd'hui, au fond, il faut tourner la page de cet épisode un peu regrettable et malheureux peut-être pour lui, et au fond appeler à la solidarité dans notre pays. Nous vivons une période de crise et il est utile que chacun fasse preuve d'esprit de solidarité pour le redressement de la France, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il faut que notre pays aille de l'avant, et c'est en se serrant les coudes qu'on ira de l'avant. Vous avez le ministre belge des Affaires étrangères qui dit bon, moi je suis prêt à accueillir tous les Français qui viennent. D'ailleurs, il y a 500 demandes de naturalisation. Vous parlez des contrôles au niveau de l'Europe. Là, au niveau de l'Europe fiscale, ce sont des avancées que nous avons à faire encore au niveau européen. On a beaucoup parlé de sujets de société. Certains, même à gauche, estiment qu'ils servent aujourd'hui au gouvernement de diversion, des chemins de traverse, dit par exemple Jean-Pierre Chevènement. Pas vous, on a compris, Marisol Touraine. Vous estimez bien que ces réformes vont de pair avec les réformes sociales, qui s'annoncent d'ailleurs beaucoup plus dur, très dur. On va le voir dans un instant. On va parler des retraites et puis des économies sur ce thème. Avant d'accueillir notre confrère de l'AFP, Bruno Franceschi, l'enquête de Jérôme Rabier. Mariage pour tous, fin de vie, droit de vote des étrangers ou encore salle de shoot, le gouvernement repart à l'offensive sur les questions sociétales. Sur le mariage pour tous, la gauche ne pouvait laisser la rue à l'opposition. Il s'agit aussi de faire oublier les cafouillages autour de Florange.
Le plus important, c'est déjà d'arriver de la part de la gauche à montrer qu'il y a des mesures de gauche qui sont entreprises. Il pourrait s'agir, en tout cas c'est le cas un peu à l'heure actuelle, de la première véritable confrontation entre la gauche et la droite qui permet, en tout cas momentanément, au peuple de gauche de se retrouver derrière le gouvernement et derrière le président de la République. Au sein du parti, plusieurs visions s'opposent. Cette semaine, 15 parlementaires demandent de privilégier des mesures sur le pouvoir d'achat. Mais pour la direction, toutes ces réformes sont conciliables et même complémentaires. La mobilisation très forte des socialistes pour porter encore une fois ce droit nouveau dans la grande tradition d'une gauche qui marche sur ses deux pieds, le social et le sociétal. Je pense que dans l'équilibre, personne ne peut dire aujourd'hui que l'offensive du Parti socialiste s'engage en particulier ou principalement sur le terrain sociétal. On marche sur nos deux pieds. L'offensive socialiste sert aussi à souder toutes les composantes de la gauche, divisées sur les questions de budget notamment, mais les partenaires ne sont pas dupes. Moi, je me refuse à opposer des questions qui seraient sociétales à d'autres qui ne le seraient pas. Pour moi, une politique de gauche, elle